on va continuer avec la deuxième partie qui est la fonction myocardique. Vous allez voir qu'on a déjà évoqué un certain nombre de choses, mais ça va être important pour parler de la physiologie des shunts et de l'insuffisance cardiaque. Donc, quand on regarde la fonction myocardique, on peut regarder les choses comme des cliniciens, et en regardant l'évolution des volumes ventriculaires, l'évolution des pressions dans les ventricules, dans les artères et dans les oreillettes, les bruits du cœur et puis l'électrocardiogramme. Et donc, vous connaissez tous cette courbe qui est dans vos livres de médecine des toutes premières années où, bien sûr, les volumes ventriculaires évoluent avec le remplissage du ventricule pendant la diastole, l'éjection ventriculaire avec la baisse du volume ventriculaire, qui est la différence correspondant au volume d'éjection systolique, l'évolution des pressions avec ici en orange la courbe de pression ventriculaire, qui avec ici donc l'ouverture de la valve aortique, l'éjection, la fermeture de la valve aortique, la relaxation isovolumique et puis l'ouverture mitrale, le remplissage. La courbe n'est pas très bien dessinée. Et puis, on reprend le cycle. Ici, en bleu, la courbe aortique qui suit la courbe ventriculaire, qui s'arrête à la fermeture aortique avec l'onde d'Icrotte, et puis la propagation du débit pendant la diastole. Les pressions dans les oreillettes, donc avec la systole atriale à la fin du remplissage, et puis les évolutions des pressions. Là aussi, la courbe est un petit peu approximative. Les bruits du cœur avec la systole du clinicien entre le B1 et le B2, et la diastole entre le B2 et le B1. Et puis enfin, l'électrocardiogramme avec l'aspect contemporain donc, du pic de l'onde R avec le début du B1, et puis la fin de l'onde T avec le début du B2. Donc, ces courbes-là, on peut aujourd'hui les oublier dans ce cours, puisque je vais peu les utiliser, même si je reviendrai très brièvement tout à l'heure sur la courbe de pression ventriculaire et de pression aortique ou de pression pulmonaire en fonction du temps. Merci de couper vos micros, parce que ça fait du Larsen. Donc, révisons en quelques secondes les courbes pression-volume. Donc, pour le ventricule gauche, la courbe de compliance, je vous rappelle qu'elle a cette morphologie exponentielle. La courbe d'élastance télésystolique, il s'agit d'une droite. Et si on prend les événements mécaniques, quand on est au volume télésystolique, on ouvre la mitrale, on se remplit jusqu'au volume télédiastolique. On a alors, en fonction de la compliance du ventricule, une pression télédiastolique du ventricule gauche. On ferme la mitrale, on a maintenant la contraction isovolumique jusqu'à atteindre le niveau de pression demandé par le cerveau, puis le cœur éjecte jusqu'à atteindre sa courbe de compétence systolique, c'est-à-dire son élastance télésystolique, puis il se relaxe de façon isovolumique au volume télésystolique. Donc, les événements mécaniques, j'ai commencé à les dire, mais je n'ai pas terminé. L'ouverture mitrale ici, on se remplit, on ferme la mitrale, on se contracte de façon isovolumique, mitrale fermée, aorte fermée, on ouvre l'aorte, on éjecte, on ferme l'aorte. Quand on atteint la courbe d'élastance télésystolique, on se relaxe de façon isovolumique jusqu'à ouvrir la valve mitrale, etc. D'accord ? Donc, les cycles sont représentés ici. La diastole sur cette partie de la courbe de compliance, la contraction isovolumique ici, la systole ici et la relaxation isovolumique ici. Donc ça, je pense que vous avez maintenant cette courbe en tête. Pour le ventricule droit, tout à l'heure, on a comparé le ventricule gauche et le ventricule droit chez le fœtus, mais maintenant, si on prend un cœur adulte, ou plutôt même un cœur au bout de quelques semaines de vie, eh bien, on va ici comparer le ventricule droit avec le ventricule gauche, et vous voyez que la courbe de compliance est beaucoup plus plate, autrement dit que pour une même pression, eh bien, le volume ventriculaire est plus élevé et la contractilité ou l'élastance télésystolique est moindre puisque la pente est ici moins verticale que la pente d'un ventricule gauche. Et si on compare les deux, eh bien voilà comment ça fonctionne. Le ventricule gauche
adulte et le ventricule droit adulte. Le ventricule gauche est moins compliant que le ventricule droit et le ventricule gauche est plus contractile que le ventricule droit. Et si on regarde maintenant juste un exemple, on va y revenir, comment se fait un shunt diastolique, par exemple, dans une communication interauriculaire, il va se faire en fonction du rapport des compliances entre les ventricules pendant la diastole. Et donc, vous voyez ici que la différence de compliance entre le ventricule droit plus compliant que le ventricule gauche fait que le shunt au travers d'une communication interauriculaire se ferait pendant la diastole de gauche à droite, c'est-à-dire de l'oreillette gauche vers le ventricule droit. Comment va se faire l'évolution depuis la courbe pression-volume que je vous ai montrée tout à l'heure vers la courbe pression-volume que je viens de vous montrer, c'est-à-dire celle du fœtus et celle de l'adulte? Eh bien, le premier événement, c'est la transition entre le fœtus et le nouveau-né. Et vous savez que les poumons sont donc pleins de liquide et qu'une fois que l'enfant va respirer, eh bien, les molécules de surfactants vont constituer l'interface entre les cellules et l'air, qu'un grand nombre d'échangeurs vont se mettre en marche pour assécher le liquide alvéolaire et de façon contemporaine, les artères pulmonaires que vous voyez ici à gauche avec la flèche très vasoconstrictée et très musculaire, eh bien, vont s'ouvrir et se dilater sous l'influence de l'oxygène et de différents facteurs vasodilatateurs pour accueillir l'ensemble du débit cardiaque après la naissance, avec donc un changement morphologique important de ces artérioles. Et donc, ce qu'il se passe après la naissance, quand on coupe le cordon ombilical, eh bien, il n'y aura plus à ce moment-là de sang rouge qui va venir du placenta. Et donc, tout le sang oxygéné va arriver par les veines pulmonaires. Le canal artériel va se constricter. Et puis ensuite, le foramen ovale, quelques temps après, va se fermer et on va aboutir à une circulation en série, telle que vous la connaissez bien sûr très bien. Et donc, juste pour montrer cette diapositive, sur l'évolution des résistances vasculaires pulmonaires et des résistances ductales, et on l'a déjà évoqué tout à l'heure dans l'anomalie de répartition des saturations, vous voyez que quand on met de l'oxygène, eh bien, les résistances vasculaires pulmonaires s'effondrent très vite. Il suffit d'augmenter peu la PO2 pour que les résistances pulmonaires s'effondrent, et les résistances ductales, elles, augmentent. Et donc, on va avoir ces différents événements qui vont se produire au moment de la naissance. La pression artérielle pulmonaire en rouge va s'effondrer. Je vous rappelle que la pression artérielle pulmonaire était égale à la pression dans l'aorte pendant la vie fœtale. Le débit sanguin pulmonaire va augmenter, c'était 7% du débit sanguin fœtal combiné. Là, il faut faire passer tout le débit cardiaque dans les poumons. Encore une fois, on va passer à une circulation en série. Et donc, pour permettre au débit de rentrer dans les poumons, eh bien, on va effondrer les résistances vasculaires pulmonaires. Et quand les circulations seront séparées à l'occasion de la fermeture du canal artériel, la pression pulmonaire pourra également baisser. Et donc, si pour résumer la période transitionnelle, au moment de la coupure du cordon ombilical, on élimine la circulation placentaire et en particulier un certain nombre de substances fabriquées par le placenta comme les prostaglandines qui jouaient un rôle dans la maintenance du canal artériel ouvert. Et donc, ces prostaglandines ne circulent plus. Le bébé respire, on effondre les résistances vasculaires pulmonaires, ce qui augmente le débit sanguin pulmonaire, ce qui va augmenter la pression et le remplissage de l'oreillette gauche et aboutir, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fermeture physiologique avant d'être anatomique du foramen ovale. Le canal artériel, lui, va se vasoconstricter par deux phénomènes. Le premier, c'est l'inversion du shunt. Vous vous souvenez que le canal artériel shuntait de droite à gauche pendant la vie fœtale. Là, maintenant, il va aller de l'aorte vers l'artère pulmonaire, puisque les résistances vasculaires pulmonaires se sont effondrées. Et l'augmentation de la pression partielle en oxygène va
également contribuer à vasoconstricter le canal artériel. Et donc, on va passer à ce moment-là à la circulation néonatale avec un canal artériel qui est fermé, des résistances vasculaires pulmonaires qui sont effondrées et un foramen ovale qui est au moins physiologiquement fermé. Donc, ceci, c'est en texte ce que je viens de dire oralement, donc un effondrement des résistances pulmonaires donc qui était très suprasystémiques et qui deviennent égales au tiers des résistances systémiques, avant de baisser par la suite pour atteindre 1/20 des résistances systémiques, la fermeture des shunts naturelles CIA au foramen ovale et canal artériel. Et pour insister là-dessus, il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire physiologique du nouveau-né, c'est toujours pathologique, puisque le mécanisme, bien sûr, fondamental, c'est l'effondrement des résistances vasculaires pulmonaires. Puis, en termes de débit, eh bien, on passe à la circulation en série, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, et on va avoir une augmentation de la consommation d'oxygène, bien sûr, et le travail du ventricule gauche va augmenter de façon tout à fait considérable pendant la première semaine. Il va se muscler et se spécialiser dans la contractilité et le maintien du débit cardiaque, alors que le ventricule droit, lui, va fonctionner à basse pression, se démuscler et acquérir ses caractéristiques physiologiques d'adulte, en particulier avec une compliance très augmentée par rapport à celle qu'il avait pendant la vie fœtale et une diminution de ses performances contractiles. Voilà graphiquement comment ça se présente. Le fœtus, on l'a déjà vu, avec un ventricule droit un peu plus grand qui éjecte un débit un peu plus gros, des pressions de remplissage et des pressions d'éjection identiques à celles du ventricule gauche. Puis le bébé naît, la pression dans les poumons s'effondre, et le ventricule droit a toujours les mêmes caractéristiques intrinsèques, donc ce qui fait que la POD va être un peu inférieure à la POG, donc s'il y a un shunt au travers du foramen ovale, au moins en expiration, il va être de gauche à droite. Puis, quand tous les shunts sont fermés, eh bien, on a cette morphologie qui ressemble, qui est assez proche de la précédente. Et puis enfin, la performance contractile du ventricule droit baisse et la compliance s'améliore, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, et on aboutit à une physiologie d'adulte et à une comparaison des courbes pression-volume VGVD d'adulte. Les courbes de pression en fonction du temps, là aussi, on va les revoir très brièvement, puisque ce sont des courbes que vous verrez dans le cours de cathétérisme. C'est celles qu'on utilise au quotidien pour mesurer les pressions qui règnent dans le cœur de façon invasive. Et donc, vous voyez en bas la courbe de l'oreillette droite. On aurait pu mettre celle de l'oreillette gauche. Ici, la courbe ventriculaire et là, la courbe artérielle pulmonaire. Les événements mécaniques, donc la fermeture de la valve tricuspide et l'ouverture de la valve pulmonaire ici, l'éjection avec les courbes qui sont superposées, la fermeture de la valve pulmonaire, l'onde dicrote et la propagation pendant la diastole, donc du débit dans l'arme artérielle pulmonaire. Et après la fermeture de la valve pulmonaire, la relaxation isovolumique et l'ouverture de la valve tricuspide. Les cliniciens, encore une fois, ici, entre la fermeture tricuspide et la fermeture pulmonaire, situent la systole et la diastole entre la fermeture pulmonaire et l'ouverture pulmonaire. Et si on regarde ce que vous avez vu tout à l'heure sur la courbe pression-volume, la contraction isovolumique entre la fermeture tricuspide et l'ouverture pulmonaire, je pourrais dire mitrale et aortique à la place, et la relaxation isovolumique entre la fermeture pulmonaire et l'ouverture tricuspide. Dans le schéma hémodynamique du cœur en série, et ce schéma, on l'utilise beaucoup en cardiologie pédiatrique, eh bien, on sait qu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, des bottlenecks en anglais, et qui vont constituer les principales causes de l'insuffisance cardiaque, et on va essayer de les adapter au fur et à mesure qu'on va vous faire les cours de ce diplôme aux différentes situations de cardiologie congénitale. Par exemple, l'augmentation de la pression aortique. L'augmentation de la pression aortique ou l'augmentation de la post-charge du ventricule gauche, c'est un des facteurs majeurs d'insuffisance cardiaque dans l'espèce humaine. Par exemple, si on sort du domaine des cardiopathies congénitales, l'hypertension artérielle, c'est quand même une des causes majeures de morbidité
cardiovasculaire et d'insuffisance cardiaque chez l'adulte. Et donc, chez l'enfant, on va retrouver exactement la même chose avec les cardiopathies obstructives du cœur gauche. L'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires totales, qui est une deuxième cause très importante d'insuffisance cardiaque dans l'espèce humaine sur la planète, avec les différents types d'hypertension pulmonaire. Et chez les enfants, on va avoir des hypertensions pulmonaires d'étiologie plutôt rare, mais chez les adultes, le cœur pulmonaire post-embolique ou l'élévation des pressions dans les poumons, dans les maladies respiratoires chroniques, est un facteur majeur d'insuffisance cardiaque droite. Et donc, c'est le deuxième bottleneck, c'est-à-dire c'est la deuxième zone que doit franchir le débit cardiaque de façon simple pour autoriser la vie. Et enfin, la pression dans l'oreillette gauche, c'est le dernier facteur, et c'est l'altération, par exemple, de la fonction diastolique du ventricule gauche, donc ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. C'est le cœur du vieillard, c'est une problématique majeure d'insuffisance cardiaque, mais on verra dans le domaine des cardiopathies congénitales que c'est également une situation fréquente, ou en tout cas qui va influencer de façon importante la physiologie et la prise en charge d'un certain nombre d'enfants. Je vais reprendre la suite du cours en parlant de la physiologie des shunts. Et donc, ça va être un sujet important, mais vous allez voir qu'on va appliquer beaucoup de choses qu'on a déjà vues préalablement et qui vont vous faire comprendre très vite cette physiologie des shunts, bien qu'il y ait quelques notions supplémentaires. La notion fondamentale, c'est le principe de Fick. Le principe de Fick va nous permettre de mesurer ou d'estimer ce qu'on appelle le QP sur QS, le rapport de débit pulmonaire sur débit systémique. En effet, quand il y a un shunt, le QP ne va pas être égal au QS. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Dans un cœur normal, sans passage entre la circulation à sang rouge et la circulation à sang bleu, le QP est égal au QS, où le rapport QP sur QS est égal à 1. Ça, c'est une évidence. Dès qu'il y a un shunt, le QP va être différent du QS, soit un débit pulmonaire plus élevé que le QS, c'est-à-dire plus grand, quand il y a du sang qui va aller en excès dans les poumons, soit un débit pulmonaire qui va être plus petit que le QS quand ce sera une cardiopathie à bas débit pulmonaire, essentiellement les shunts droite-gauche. Et le shunt gauche-droite pour les premiers, bien sûr. On va voir ça. Rappelons-nous quelques formules. On va faire que les 3 premières pour l'instant, et celle sur les résistances, on y viendra après, dans la dernière partie de ce chapitre. La première formule, c'est celle qui dit que le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique, VES, que multiplie la fréquence cardiaque. Cette formule est très facile à retenir, c'est la formule de la vie. C'est-à-dire que si la fréquence cardiaque est à 0, ben, on est mort, il n'y a pas de débit cardiaque. Et si le cœur n'éjecte rien, c'est-à-dire que le volume d'éjection systolique est égal à 0, on est mort. D'accord ? Donc, ça, c'est l'aspect un peu boutade de la formule, mais ça dit aussi que si le volume d'éjection systolique baisse, par exemple, parce qu'on a de l'incompétence myocardique, eh bien, on va compenser en accélérant la fréquence cardiaque pour maintenir le débit. Et un des premiers signes d'insuffisance cardiaque, c'est la tachycardie. Donc, c'est facile à comprendre à partir de cette formule. Les patients qui sont en insuffisance cardiaque par incompétence ventriculaire sont tachycardes. La deuxième formule, elle dit que la VO2, c'est la consommation d'oxygène, les abréviations sont mises en bas de la diapositive. La VO2 est égale au débit que multiplie la différence artério-veineuse. En effet, pour consommer de l'oxygène, il faut que le cœur en apporte, donc c'est le débit, et la différence artério-veineuse, c'est la différence entre ce qui arrive par les artères et ce qui ressort par les veines. Donc, c'est ce que l'organe aura pris au départ. Donc, plus il y a de débit, plus on va être capable de consommer.
et plus on extrait, plus on consommera. C'est-à-dire plus la différence entre les artères et les veines sera grande, plus la consommation d'oxygène sera grande. Ça, c'est la façon de voir la formule. Une autre façon d'interpréter les choses, c'est que si le débit cardiaque baisse, pour maintenir la consommation d'oxygène, et donc le métabolisme aérobie, il faudra extraire plus d'oxygène. Donc la différence artério-veineuse sera plus grande. Donc, la différence artério-veineuse étant égale au contenu artériel moins le contenu veineux, eh bien, si la différence artério-veineuse est plus grande, eh bien, ça peut être soit en apportant plus d'oxygène et en extrayant la même chose, soit en abaissant le contenu veineux, bien sûr, ou la SVO2. C'est pour ça que quand on est en bas débit, la SVO2 baisse, d'accord, puisqu'il faut élargir la différence artério-veineuse. Maintenant, si on essaye d'avoir une formule, on va dire, simplifiée du calcul du QP sur QS, eh bien, je l'ai inscrite là. Le QP sur QS est égal, en fait, à la différence artério-veineuse systémique sur la différence artério-veineuse pulmonaire. C'est une simplification puisque ça signifie bien sûr que les consommations d'oxygène sont égales entre l'organisme qui prend l'oxygène et ce qui est pris par l'hématose dans les poumons. Donc ça, c'est assez logique, hein. On va dire rien ne se perd, rien ne se crée. On n'est pas chlorophylien. Donc on a une égalité de ces deux valeurs. Et normalement, vous savez que les différences artério-veineuses sont des différences en contenu et non pas des différences en saturation. Et on va pouvoir utiliser la notion de différence en saturation si l'hémoglobine est normalement affine pour l'oxygène, donc c'est une première approximation, et on va considérer que c'est vrai, et aussi si on est sous air, ou en tout cas avec une fraction inspirée d'oxygène qui est faible, et on dit généralement qu'on peut assimiler les contenus aux saturations, en tout cas faire la différence des saturations, si on administre moins de 40% d'oxygène. Idéalement, c'est sous air, donc sous 21% d'oxygène. En effet, si on augmente la fraction inspirée d'oxygène, la quantité d'oxygène dissous dans le sang va jouer un rôle important et à ce moment-là, on ne pourra plus faire cette approximation entre contenu et saturation. Donc, quand on va faire un calcul du QP sur QS, on va faire le rapport entre la différence artério-veineuse entre l'aorte et la veine cave et sur la différence artério-veineuse entre les veines pulmonaires et l'artère pulmonaire. Dans un cœur en série, on va dire la saturation dans l'aorte est à 100%. Je vais arrondir pour que ça tombe juste. Et c'est la même saturation dans les veines pulmonaires, bien sûr. Donc 100% pour l'aorte, 100% pour les veines pulmonaires. La saturation dans la veine cave, si la consommation d'oxygène est normale, la différence artério-veineuse est de 30% à débit cardiaque normal. Donc on va avoir 70% dans la veine cave. 70% dans la veine cave, il n'y a aucune raison qu'il y ait du sang rouge qui arrive dans l'oreillette ou dans le ventricule ou dans l'artère pulmonaire. Il y a donc 70% dans l'AP. Et à ce moment-là, on retombe sur nos pattes puisqu'on a aorte 100%, veine cave 70%, VP 100%, artère pulmonaire 70%. Ça fait bien QP sur QS égale 1 dans un cœur normal. Pardon. Donc, en pratique, ce dont on va avoir besoin pour calculer le rapport QP sur QS, c'est de chacune de ces 4 valeurs, aorte, veine cave, VP et AP, en termes de saturation. Pour l'instant, je passe la formule des résistances. Prenons le premier exemple qui est celui d'une communication interventriculaire large. Dans une communication interventriculaire large, le shunt va se faire de gauche à droite, c'est-à-dire que le ventricule gauche va éjecter dans l'aorte, mais aussi dans l'artère pulmonaire au travers de la CIV. Et donc, ce shunt va se faire de gauche à droite parce que le ventricule gauche va éjecter facilement dans l'artère pulmonaire, comme le ventricule droit d'ailleurs,
puisque les résistances y sont basses. Et donc, le shunt se fera de gauche à droite, puisque les résistances vasculaires pulmonaires sont plus basses que les résistances systémiques. Si on considère que le QS est normal, que le débit cardiaque est normal, comment va-t-on estimer le QP ou le QP sur QS? Eh bien, j'ai écrit à nouveau la formule. QP sur QS égale la différence artério-veineuse en saturation systémique, aorte moins veine cave, sur la différence artério-veineuse en saturation dans les poumons VP moins AP. Les informations que j'ai, c'est la saturation aortique, elle est à 100%. Si on considère que QS est normal, la différence artério-veineuse est à 30%, donc la cave est à 70%. Il me manque, la VP est à 100%, puisque c'est comme dans l'aorte, il n'y a pas de shunt droite-gauche, bien sûr. Il me manque la saturation dans l'AP. Et la saturation dans l'AP, je ne peux pas l'obtenir cliniquement. Pour l'obtenir, il faut que je fasse un cathétérisme cardiaque. On va voir qu'il y a d'autres méthodes. Bien sûr, vous verrez ça dans le cours sur le shunt pour savoir s'il y a un gros débit pulmonaire. Mais là, je n'ai pas accès à cette information cliniquement. Donc, en admettant que je fais un cathétérisme cardiaque et que je trouve 85% de saturation dans l'artère pulmonaire, donc un enrichissement en oxygène dans l'artère pulmonaire, puisqu'il y a un shunt gauche-droite, à ce moment-là, le calcul va donner QP sur QS égale 100 moins 70 sur 100 moins 85, c'est-à-dire 30 sur 15, soit 2 sur 1, où QP sur QS égale 2. Ça veut dire que dans les poumons, il y a 2 fois le débit systémique. Donc, l'aorte reçoit un débit systémique et les poumons reçoivent 2 débits. Donc, c'est parce que ça tombe juste dans le calcul que je vous montre. Et donc, les conséquences morphologiques de l'augmentation du débit ne s'interrompent pas au prétexte qu'on est né. Et donc, si l'artère pulmonaire reçoit 2 fois plus de sang, eh bien, elle est grosse, elle est dilatée. Donc, l'artère pulmonaire est dilatée, ainsi que les branches, comme je l'ai représenté ici. D'accord ? Voilà. Et ce débit pulmonaire augmenté va revenir dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires qui sont dilatées. Donc, l'oreillette gauche est dilatée et le ventricule gauche va recevoir ce qui vient des veines pulmonaires et de l'oreillette gauche et il va éjecter un débit dans l'aorte et un débit dans l'AP, alors que le ventricule droit injecte lui aussi un débit dans l'AP. Donc, ce qui fait bien 2 débits dans l'AP. Donc, le ventricule gauche est dilaté. Et donc, une des façons d'estimer cliniquement l'hyperdébit, c'est le fait que les cavités gauches, oreillette gauche et ventricule gauche, veine pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche, soient dilatées, tout comme les artères pulmonaires. Donc, le QP sur QS est égal à 2 et les cavités gauches sont dilatées. Comment est-ce que ça se traduit sur les courbes pression-volume? Et vous voyez qu'on utilise à la fois les schémas, mais aussi la fonction myocardique. Eh bien, si je prends mon ventricule gauche, je ne change pas ses propriétés intrinsèques en diastole et en systole. Mon ventricule gauche, lui, il va recevoir 2 débits, d'accord? Encore une fois, ça tombe juste, c'est-à-dire le QS qui va éjecter dans l'aorte et le QCIV, qui est, dans ce calcul est égal au QS, mais parce que ça tombe juste. Et donc, il va se remplir à une pression télédiastolique plus élevée que la pression télédiastolique normale. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'enfant va être essoufflé, en particulier quand il va prendre ses biberons, puisque en faisant un effort, on va encore augmenter le débit cardiaque et on va atteindre des pressions de remplissage très élevées dans l'oreillette gauche qui vont mettre l'enfant en fait en œdème aigu du poumon d'effort. Et donc c'est pour ça qu'il aura des difficultés alimentaires. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de sang qui traverse les poumons qu'on est essoufflé. Ça, c'est parce que les pressions de remplissage sont élevées. Et ensuite, le ventricule a les mêmes propriétés contractiles et il va éjecter dans le même cycle cardiaque 2 fois plus de sang. Donc, il est dilaté, hyperkinétique et les pressions d'emplissage élevées vont donner les symptômes respiratoires des communications interventriculaires. Et enfin, si on veut être complet sur cette courbe, si on prend la surface des carrés plus la surface du triangle ici, on va pouvoir mesurer quelque chose qu'on appelle le travail cardiaque, qui correspond à la dépense métabolique et énergétique. Et donc, ce travail cardiaque est augmenté, et c'est la raison pour laquelle les enfants qui ont des communications interventriculaires ne grossissent pas, parce qu'ils brûlent les calories. Et donc, c'est ce que montre l'augmentation de cette surface sur cette courbe.
Si on prend maintenant une communication interauriculaire, le principe, c'est le même. On a vu tout à l'heure que la communication interauriculaire chantait de gauche à droite parce que la compliance du ventricule droit était meilleure que la compliance du ventricule gauche. Donc, on aura un shunt de l'oreillette gauche vers le ventricule droit. Et si on fait le calcul, eh bien, c'est exactement le même. C'est-à-dire que si la saturation dans la P est à 85%, on va avoir un QP sur QS à 2/1. Et les structures qui vont être dilatées, eh bien, c'est le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Le ventricule gauche, lui, ne reçoit que le débit, donc il n'est pas dilaté. Et donc, l'oreillette droite n'est pas dilatée puisqu'elle ne reçoit pas de sang. C'est pendant que la valve tricuspide est ouverte que le ventricule droit se remplit. Donc, exactement le même principe morphogénétique que pour les communications interventriculaires. Et maintenant, en termes de courbe pression-volume, à nouveau, j'ai mis un carré supplémentaire sur le ventricule droit. Vous voyez que ça modifie peu les pressions de remplissage, puisque le ventricule droit est très compliant. Si le ventricule droit n'était pas compliant, eh bien, ça se remplirait moins et la pression de remplissage augmenterait. Et ça n'a aucune raison de modifier la pression artérielle pulmonaire. Donc, dans une CIA, les pressions de remplissage sont très peu modifiées si le ventricule droit est normalement compliant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite et la pression pulmonaire n'est pas modifiée. Le ventricule droit est dilaté et bien sûr hyperkinétique pour éjecter ces deux débits dans les poumons au lieu d'un seul débit. Donc, vous avez compris les shunts gauche-droite. Pour les shunts gauche-droite, on n'a pas accès à la saturation dans l'artère pulmonaire. Donc, on peut avoir une estimation du fait qu'il y ait un gros débit par la dilatation des cavités gauches dans les shunts dits post-tricuspides, c'est-à-dire les CIA, les canaux artériels, les fenêtres aortopulmonaires, et dans les shunts pré-tricuspides par la dilatation du ventricule droit et de l'artère pulmonaire. Et les conséquences en termes de pression de remplissage sont différentes à gauche et à droite du fait des propriétés intrinsèques des ventricules. La deuxième physiologie, après les shunts gauche-droite, ce sont les shunts droite-gauche. Et j'ai mis ici l'exemple de la tétralogie de Fallot. Dans la tétralogie de Fallot, il y a une communication interventriculaire et un rétrécissement de l'artère pulmonaire. Si ce rétrécissement de l'artère pulmonaire est serré, ça va augmenter la résistance pulmonaire totale et conduire à un shunt droite-gauche interventriculaire. Comment est-ce que je vais calculer le QP sur QS dans les shunts droite-gauche? Eh bien, si j'écris la formule, vous voyez que je peux avoir accès à tout si le débit cardiaque est normal, c'est-à-dire la différence artério-veineuse est de 30%. En effet, si j'ai la saturation dans l'aorte, X, eh bien, la saturation dans la cave et dans l'artère pulmonaire va être X moins 30 puisqu'il n'y a pas de shunt gauche-droite. Donc, si j'écris la formule, la voilà, il n'y a qu'une seule inconnue, c'est X. Et si je mesure la saturation dans l'aorte à 85%, je vais avoir 55 dans la cave et dans la P. Et donc, je vais avoir un rapport QP sur QS qui est égal à 30 divisé par 45, c'est-à-dire à 2/3. Donc, le débit pulmonaire est plus bas que le débit systémique. D'accord? Donc, ça, on peut avoir une estimation clinique du QP sur QS dans les shunts droite-gauche, comme la tétralogie de Fallot, puisqu'il suffit de mesurer la saturation au bout du doigt, on n'a pas besoin de cathétérisme. Et sur le plan morphologique, comme le débit pulmonaire est bas, eh bien, les artères pulmonaires qui reçoivent moins de sang qu'elles ne devraient grandissent moins bien dans la tétralogie de Fallot, par exemple, que dans un cœur normal. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va parfois poser des indications opératoires quand la saturation sera trop basse pour faire grandir les artères pulmonaires qui reçoivent du sang de façon insuffisante. Donc ça, c'est la physiologie de shunt droite-gauche. Maintenant, la dernière physiologie, ce sont les cardiopathies à sang mélangé. Et donc, comme l'atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire que nous avons vu tout à l'heure pendant la vie fœtale. Et vous vous souvenez, c'était celle où il y avait le canal artériel dans cette direction inhabituelle. Et donc, voilà à quoi ça ressemble en termes de saturation. En effet, dans cette malformation, l'aorte alimente l'artère pulmonaire par le canal artériel. Ça pourrait être l'inverse, comme dans une hypoplasie du cœur gauche après la naissance. Les cardiopathies à sang mélangé, c'est quand les deux vaisseaux reçoivent un sang qui a la même couleur, entre guillemets.
Et donc, dans ce cas-là, l'inconnu reste encore une fois la saturation dans l'aorte. Et si j'écris à nouveau la formule des cardiopathies à sang mélangé en mettant QP sur QS avec la valeur de X, et si je remplace encore une fois par 85% X, eh bien, je vais avoir 55% dans la cave et dans le ventricule droit, mais ça n'a aucune importance, puisque ce qui compte, c'est que j'ai 85% dans l'artère pulmonaire, comme dans l'aorte. Et à ce moment-là, vous allez voir que la formule s'écrit QP sur QS égale 30 sur 15, puisque les veines pulmonaires, c'est 100 et l'artère pulmonaire, c'est 85, c'est égal à 2 sur 1. Donc, vous voyez avec les cardiopathies à sang mélangé un exemple de malformation dans laquelle il y a de la cyanose, identique à celle de la tétralogie de Fallot avec champ droite-gauche de tout à l'heure, mais aussi un gros débit pulmonaire. Donc, cette malformation va se comporter cliniquement et physiologiquement comme une communication interventriculaire, puisque l'enfant va être essoufflé, il y a un gros débit pulmonaire, et pourtant, il est bleu. Et donc, il n'y a pas de relation directe dans le domaine des malformations cardiaques, en tout cas quand on ne connaît pas le diagnostic, entre les symptômes et la cyanose, les symptômes d'insuffisance cardiaque, devrais-je dire, et la cyanose. Et là, on va voir chez ce patient aussi que, comme dans une communication interventriculaire, eh bien, on va avoir un gros débit pulmonaire et donc des pressions de remplissage élevées. C'est exactement la même courbe. Donc, un patient qui a cette cardiopathie peut souffrir de signes d'hyperdébit alors qu'il est cyanosé. Donc, cyanose ne signifie pas bas débit pulmonaire, encore une fois. C'est quelque chose de fondamental dans notre spécialité, puisque appréhender cette question, et une fois que le diagnostic sera fait, permettra de gérer, vous le verrez dans le cours sur les urgences, l'administration d'oxygène ou pas à ces enfants. Et donc là, encore une fois, comme je l'ai mis pour la CIV, on voit que dans une atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire, eh bien, on a une grosse oreillette gauche et un gros ventricule gauche du fait de l'hyperdébit pulmonaire. Donc, si on résume, dans les estimations cliniques du QP sur QS, dans les champs de gauche-droite, l'inconnu et la saturation dans l'artère pulmonaire, donc on n'y a accès que par un cathétérisme cardiaque aujourd'hui, et on peut avoir des mesures indirectes d'hyperdébit par le retentissement sur la taille des cavités qui reçoivent cet excès de débit. Shunt post-tricuspide, ce sont les cavités gauches. Shunt pré-tricuspide, c'est le ventricule droit et les artères pulmonaires. Et donc, on peut, dans les situations où on a un doute, par exemple, sur un gros débit pulmonaire, aller mesurer au cathétérisme. C'est donc toute la question, par exemple, de l'opérabilité de certains shunts qu'on se posera dans le cours spécifique. Dans les shunts droite-gauche, c'est facile. Il suffit de mesurer la saturation dans l'aorte. Et quand on a la saturation dans l'aorte, eh bien, on peut en déduire, si la différence artério-veineuse est de 30%, la saturation dans les autres cavités et faire une estimation du QP sur QS simplement. Et dans les cardiopathies à sang mélangé, c'était aussi facile puisque la saturation dans l'aorte est égale à la saturation dans l'AP. Et donc, en faisant les mêmes approximations en termes de différence artério-veineuse, on peut avoir une estimation du QP sur QS. Et c'est ce que nous allons faire quotidiennement pendant nos consultations chez nouveau-nés et les nourrissons qui ont des cardiopathies encore cyanogènes et qui seront réparées ultérieurement ou palliées ultérieurement. C'est comme ça qu'on va gérer ces enfants et éventuellement décider des moments les plus opportuns pour poser des indications opératoires. Donc, 3 physiologies. Il pourrait y avoir une 4e qui serait celle de la transposition des gros vaisseaux, mais on en parlera dans le cours spécifique. Revenons maintenant, toujours dans le domaine des shunts, puisque c'est un sujet très important, qui sera revu dans le cours sur l'hypertension pulmonaire, mais qu'il est important d'évoquer maintenant, c'est celui du calcul des résistances pulmonaires. La formule qui va nous donner les résistances, elle dit que les résistances sont égales à la différence de pression moyenne en amont et en aval du système divisée par le débit. Par exemple, pour les poumons, les résistances pulmonaires sont égales à la différence entre la pression artérielle pulmonaire moyenne et la pression dans l'oreillette gauche ou la pression capillaire moyenne divisée par le QP ou le débit pulmonaire. Pour les résistances systémiques, c'est facile. C'est
la différence entre la pression aortique moyenne et la pression dans l'oreillette droite, moyenne, qui est la fin du système, hein, une fois qu'on a traversé tout le système capillaire et cave, divisé par le QS. Et quand on va faire un rapport des résistances, eh bien, il suffit d'écrire les rapports, et donc le rapport RP sur RS, qui va être utilisé en clinique le plus souvent, est égal au rapport des différences de pression, delta PP sur delta PS, que multiplie l'inverse du QP sur QS. Donc, vous pouvez avoir cette formule dans un coin de votre téléphone ou sur un carnet si vous avez toujours du mal à retenir le sens. Mais en tout cas, on peut, à partir de ça, calculer le rapport RP sur RS. Et je vous rappelle que le rapport RP sur RS, normalement, est proche de 1/20 dans un cœur normal mature, c'est-à-dire un cœur après quelques semaines de vie. Et donc, les résistances vasculaires pulmonaires étant très, très inférieures aux résistances systémiques. Alors, comment mettre cela en application? Tout d'abord, quand on regarde cette formule et qu'on l'écrit cette fois-ci en regardant la pression artérielle pulmonaire moyenne, eh bien, vous voyez que je suis parti de RP égale delta PP sur QP. Et donc, en l'écrivant en fonction de la pression, c'est la différence de pression moyenne dans l'artère pulmonaire moins la pression capillaire, pulmonary wedge pressure, PWP, est égal à QP qui multiplie RP. Et donc, la pression moyenne dans l'artère pulmonaire est déterminée par le débit, le flow, QP, que multiplient les résistances plus la pression capillaire pulmonaire. Et cette formule nous permet de retenir et de lister les différentes formes d'hypertension pulmonaire dans les cardiopathies congénitales. Les hypertensions pulmonaires liées à une augmentation de débit. Effectivement, si j'augmente beaucoup le QP, comme dans un champ de gauche-droite, par exemple une communication interventriculaire à gros débit, eh bien, je vais augmenter ma pression pulmonaire moyenne à résistance égale et sans modifier la pression capillaire pulmonaire. C'est les champs de gauche-droite. On peut avoir des hypertensions pulmonaires par augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Si j'augmente les résistances à débit cardiaque constant sans modifier la pression capillaire pulmonaire, eh bien, ma pression moyenne dans l'artère pulmonaire va augmenter et atteindre éventuellement le seuil de 20 mm de mercure chez l'adulte, 25 mm de mercure chez l'enfant, qui définit l'hypertension pulmonaire. Et donc, on va avoir dans ce chapitre-là les artériopathies pulmonaires compliquant tardivement les champs de gauche-droite, comme dans le syndrome d'Eisenmenger, ou les HTAP idiopathiques, ou les HTAP portopulmonaires, ou les HTAP des maladies inflammatoires, etc. Et puis enfin, si j'augmente ma pression capillaire pulmonaire, eh bien, je peux aboutir à une augmentation de ma pression artérielle pulmonaire moyenne, et c'est des hypertensions pulmonaires post-capillaires. Donc, on voit que cette formule permet d'identifier ces différentes formes d'hypertension pulmonaire. On peut les voir aussi sur ce schéma qui reprend exactement la même chose. Il y a l'hémodynamique normale, comme vous le voyez, les hypertensions artérielles pulmonaires avec une augmentation des résistances symbolisée par la constriction du tuyau. Donc, par exemple, l'hypertension artérielle pulmonaire d'altitude, une pression capillaire normale et débit cardiaque normal. Ensuite, les augmentations de débit avec l'augmentation de la flèche rouge à l'entrée en C. Et puis enfin, les hypertensions d'origine veineuse, par exemple le rétrécissement mitral où la sortie du poumon est gênée. Donc, c'est exactement le même schéma, mais représenté graphiquement. Dans le domaine des hypertensions veineuses, et je ne m'attarderai pas beaucoup là-dessus, mais il y en a quand même pas mal en pédiatrie, et on verra ça dans le cours spécifique, eh bien, on peut avoir en A une hypertension pulmonaire purement passive, c'est-à-dire que l'augmentation de la pression dans l'oreillette gauche ou de la pression capillaire va être transmise dans les artères pulmonaires et élever la pression artérielle pulmonaire moyenne. Et donc, c'est de l'hypertension purement passive. On peut avoir au-dessus de cette hypertension pulmonaire d'origine veineuse une vasoconstriction artériolaire
et donc ce qu'on va appeler une hypertension artérielle pulmonaire réactive, c'est-à-dire qu'elle va être plus élevée qu'elle ne devrait être, et ça peut être l'évolution tardive de certaines hypertensions pulmonaires dites post-capillaires ou d'origine veineuse. Et puis enfin, on peut avoir des hypertensions artérielles pulmonaires qui sont hors de proportion avec l'élévation de la pression capillaire pulmonaire ou de la pression dans l'oreillette gauche, avec une vasoconstriction, on va dire, exagérée. Et c'est ce qu'on peut rencontrer dans notre domaine, par exemple, dans les sténoses des veines pulmonaires, où on peut avoir cette composante artériolaire surajoutée et hors de proportion avec l'élévation de la pression veineuse. Ce n'est pas la chronicité, cette fois-ci, qui va déterminer l'augmentation des résistances artériolaires, mais ce sont des phénomènes dont les mécanismes ne sont pas connus. Après ces différentes définitions et ces différentes sous-catégories qui, j'espère, ne sont pas confuses, mais juste pour dire que c'est un panel assez large de physiologie, revenons à l'histoire naturelle des chantes gauche-droite. Cette histoire naturelle, c'est bien sûr le sujet le plus important dans le domaine des cardiopathies congénitales, puisque on sait que au début de la vie, après l'effondrement des résistances vasculaires pulmonaires de la naissance, eh bien, quand on a un shunt gauche-droite, on va avoir un gros débit dans les poumons. Et dans l'exemple qui est donné ici, c'est celui d'une CIV. Et cet hyperdébit pulmonaire va donner les symptômes que j'ai décrits il y a quelques instants. Mais si on laisse le shunt évoluer, on va avoir un remodelage artériolaire progressif, autrement dit une muscularisation des artérioles pulmonaires avec un remodelage intimal qui va limiter le volume du shunt en élevant les résistances vasculaires pulmonaires, qui, je vous le rappelle, sont le principal déterminant du volume du shunt. Et donc, cette élévation des résistances vasculaires pulmonaires va aboutir à réduire le QP, réduire les symptômes, donner l'impression que l'enfant va mieux au fur et à mesure que les mois passent, mais on va finalement conduire à une situation d'atteinte artériolaire pulmonaire irréversible, puisque les vaisseaux vont être considérablement musclés, voire occlus, avec donc des lésions qu'on appelle des lésions plexiformes et qui ne pourront pas être réversées, même si on fermait le shunt. Et enfin, les résistances vasculaires pulmonaires vont continuer de s'aggraver avec une autonomie de cette maladie vasculaire pulmonaire et devenir suprasystémique, ce qui conduira tout naturellement à une inversion du shunt et donc à de la cyanose, comme vous le voyez sur le schéma en bas à droite. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera de physiologie d'Eisenmenger ou de syndrome d'Eisenmenger, puisque c'est Eisenmenger qui a décrit cette histoire naturelle. Et donc, toute la question des cardiopathies congénitales vues tardivement et dans certaines régions du monde va être de savoir si les enfants sont encore opérables ou pas. Et quand on est dans la zone grise, c'est-à-dire celle du milieu, est-ce que fermer la CIV va aboutir à guérir l'enfant et en particulier à réverser ce remodelage vasculaire pulmonaire et est-ce que l'enfant n'est plus d'hypertension artérielle pulmonaire ou bien est-ce qu'il est déjà trop tard et dans ce cas-là, il vaudrait mieux s'abstenir de fermer la communication interventriculaire, car si on le faisait, cela conduirait à une physiologie d'hypertension artérielle pulmonaire à septum intact et à accélérer la mort du patient. Donc, voici à quoi ça ressemble sur un autre graphique. Et vous voyez qu'au début, on a des artérioles qui sont normales, puis au fur et à mesure que le shunt vieillit, une dysfonction endothéliale et finalement une hypertrophie de la média, un peu de prolifération intimale, et enfin des lésions néo-intimales et puis des lésions plexiformes, comme vous pouvez le voir sur le dessin et sur les coupes histologiques qui sont situées en bas. Et donc, le moment de l'irréversibilité est probablement celui du troisième schéma, c'est-à-dire de l'hypertrophie média et de la prolifération intimale, mais ce n'est pas certain, en tout cas chez l'homme. Ça, on va passer. Donc, mettons maintenant en pratique cet exercice des résistances. Je vous rappelle, RP sur RS égale delta PP sur delta PS que multiplie l'inverse du QPQS.
Et voici un premier exemple de communication interventriculaire large où on va essayer de mettre en pratique ce que je viens de vous raconter sur la physiologie myocardique et la physiologie des shunts. Donc, il s'agit d'une CIV large chez un enfant de 6 mois. La pression aortique est à 90-60, moyenne 70. La POG est estimée à 15 mm de mercure. Et ceci, on le fait en échographie. On vous expliquera ça dans un des cours de cette semaine. Et l'absence d'hépatomégalie. Donc, il y a un PFO qui est un peu véloce. Il n'y a pas de gros foie, donc la pression cave est basse. Quelle est la pression systolique dans l'artère pulmonaire? Donc ça, c'est facile. Je vais répondre, je ne peux pas vous interroger là. Si la communication interventriculaire est large, que la pression aortique est à 90 en systole, ça veut dire que la pression dans le ventricule gauche est à 90 en systole s'il n'y a pas de sténose aortique. Et donc la pression systolique dans le ventricule droit est de 90 et dans l'artère pulmonaire de 90. Donc là, la réponse est simple. Donc, si on parle de pression systolique, la pression est élevée, il y a de l'hypertension pulmonaire. Le ventricule gauche est dilaté avec un Z-score à 3,5. Et donc, si vous vous souvenez des communications interventriculaires, si le ventricule gauche est dilaté, ça veut dire qu'il y a un gros débit pulmonaire. S'il y a un gros débit pulmonaire, ça veut dire que les résistances vasculaires pulmonaires sont plus basses que les résistances systémiques, puisque le shunt se fait de gauche à droite. Donc, si on vous pose la question, quelle est votre estimation du QP sur QS? C'est difficile d'avoir une estimation précise, mais ce dont vous êtes sûr, c'est qu'il y a un gros débit pulmonaire et donc il est plus grand que le QS. QP est supérieur à QS, ça c'est une certitude. Donc parce que le ventricule gauche est dilaté. J'aurais pu dire l'oreillette gauche est dilatée, le ventricule gauche est dilaté. Si le QP sur QS est à 3, il y a un très gros débit pulmonaire, quelle est votre estimation des résistances pulmonaires? Donc, de quoi disposons-nous? On dispose de la pression moyenne dans l'aorte. Maintenant, est-ce qu'on a la POD pour faire le delta PS? Pour faire un delta PS, c'est 70 moins la POD. La POD, normale, s'il n'y a pas de gros foie, on va dire c'est 3 à 5 chez un enfant. Donc, on a une estimation de la POD qui est 5, par exemple. Donc, ça va faire 70 moins 5, 65. Donc, le delta PS, c'est 65. Maintenant, est-ce que j'ai le delta PP, c'est-à-dire la pression moyenne dans la P, moins la POG? C'est ça la question. La pression moyenne dans la P, on va dire qu'elle est proportionnelle à la systole et la diastole dans l'artère pulmonaire, ce qui n'est pas le cas dans les hypertensions systémiques. Mais là, je n'ai pas de mesure de la pression diastolique dans la P. Donc, si j'écris la formule, en fait, ce qui me manque, c'est la PAP moyenne. Donc, si j'écris la formule RP sur RS, c'est delta PP sur delta PS qui multiplie l'inverse du QP sur QS, et à l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Donc là, je peux l'écrire, PAP moyenne moins 15 sur 70 moins POD, on va dire c'est ici, c'est 5, multiplié par 1 tiers. Donc, au dénominateur, je vais avoir 65 fois 3, d'accord? C'est-à-dire 195. La PAP moyenne, elle est certainement relativement basse chez ce patient, mais je ne peux pas avoir une mesure exacte. Donc, voilà comment on va écrire les choses. Si RP sur RS est égal à X moins 15 sur, j'ai mis 8 pour la POD, je vous ai dit 5, multiplié par 1 tiers. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir 195 ici, ou à peu près 200 au dénominateur. Donc, au-dessus, eh bien, ça va être quelque chose moins 15 qui va être petit, en tout cas très, très inférieur à 200. Donc, on va avoir des résistances vasculaires pulmonaires qui vont être très basses. Et donc, dans l'exemple que j'ai donné, si je mets un peu de façon pifométrique 30, ça va faire des résistances à 1/12. Donc, c'est comme ça qu'on va raisonner en clinique, c'est-à-dire qu'on va avoir un calcul assez simple du dénominateur, et la question, ça va être le calcul du numérateur. Donc, le calcul du numérateur, il faut qu'il soit sensé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, même si je mettais 60 de pression moyenne dans l'artère pulmonaire, ça serait beaucoup. À ce moment-là, ça ferait 45 sur un peu moins de 200. D'accord? Donc, ça ferait des résistances qui seraient aux alentours de 1/5.
un quart, un cinquième des résistances vasculaires systémiques. Donc des résistances qui seraient encore basses. Mais ça ferait déjà une pression moyenne pulmonaire qui serait très élevée. Donc voilà l'estimation clinique. Je n'ai pas d'autre façon de le faire. La façon de le faire, ce serait de faire un cathétérisme cardiaque pour mesurer la pression artérielle pulmonaire moyenne. Alors voyons ce qui se passe dans cette situation-là. Si l'enfant a maintenant 6 ans, et vous savez que plus on attend dans les communications interventriculaires larges, moins on est opérable. Et on dit classiquement qu'il faut opérer avant l'âge de 1 an et au pire avant l'âge de 2 ans, et qu'après, beaucoup d'enfants sont inopérables et vont évoluer vers cette physiologie de syndrome d'Eisenmenger. Chez cet enfant de 6 ans, la pression aortique est à 110 sur 60, moyenne 85. Quelle est la pression systolique dans l'artère pulmonaire? Bon, bah là, on ne discute pas non plus, c'est 110. Donc, il y a de l'hypertension pulmonaire. C'est certain. Hein. Maintenant, la question, c'est de savoir quelles sont les résistances pulmonaires. On lui fait un cathétérisme cardiaque, il y a 70% de saturation dans l'artère pulmonaire et 100% dans l'aorte. Là, quel est le QP sur QS? Le rapport QP sur QS, c'est facile, puisque si le débit cardiaque est conservé, il a 70 dans la veine cave. Et donc 70 dans la veine cave, c'est la même que dans l'AP. Donc il n'y a plus de shunt. Donc le rapport QP sur QS, c'est 1. Donc c'est un enfant qui a une CIV large, mais qui ne chante plus. Donc s'il ne chante plus, on pourrait être quasiment certain que les résistances pulmonaires sont égales aux résistances systémiques. C'est comme s'il n'avait pas de communication interventriculaire. Vous êtes d'accord? Enfin, je l'espère, puisque vous ne pouvez pas me répondre directement. Et si la pression artérielle pulmonaire est à 110, 20, moyenne 45, à ce moment-là, si je fais le calcul du RP sur RS, eh bien, je remets les mêmes chiffres, PAP moyenne moins POG sur 85, qui est la pression aortique moyenne, moins la POD, qui multiplie 1, puisque c'est l'inverse du QP du QS, l'inverse de 1, c'est 1. Et à ce moment-là, la formule s'écrit 1,5. Donc, effectivement, on n'a pas de shunt mesurable, probablement parce qu'on a fait beaucoup d'approximations et aussi que dans les mesures, il y a des approximations, mais on s'aperçoit que le RP sur RS est très élevé, 1,5, alors que je vous rappelle que la valeur normale, c'est en dessous de 1/12, c'est plutôt 1/20. Et on dit classiquement que quand le RP sur RS est supérieur à 1/3, les patients ne sont pas opérables. On dirait même supérieur à 1/5 dans beaucoup de situations. Donc, ça confirme l'histoire naturelle que ce patient n'est pas opérable. Dernier exemple, qui est juste l'évolution naturelle, c'est pour insister sur ce sujet-là, et encore une fois, c'est des approximations qui sont faites sur des données cliniques et des données hémodynamiques simples. CIV large chez un adolescent de 16 ans. Donc, on était 6 mois, 6 ans, 16 ans. La pression aortique, c'est la même. La pression systolique dans l'artère pulmonaire, je ne vous fais pas l'affront de répéter que c'est 110. Le cathétérisme cardiaque, note qu'il y a une saturation dans l'AP à 55% et dans l'aorte à 85%. Quelle est votre mesure du QP sur QS? Donc là, ce qu'on voit, c'est que la saturation dans l'aorte est à 85%, alors que le patient a une CIV, donc il a une physiologie d'Eisenmenger. Ça veut dire que de shunt gauche-droite, on est passé maintenant à un shunt droite-gauche, et donc qui désature l'aorte. 85%, c'est la même estimation que ce qu'on faisait dans la tétralogie de Fallot de tout à l'heure, ça veut dire 55% dans la cave, 55% dans l'AP, 100% dans les VP. On a donc une différence artério-veineuse systémique de 30 si le débit cardiaque est conservé, et une différence dans le système qui est VP moins AP de 100 moins 55 égale 45, soit un QP sur QS de 30 sur 45 ou 2/3, donc un QP sur QS de shunt droite-gauche, comme dans la tétralogie de Fallot, c'est-à-dire 2/3. Et quelle est votre estimation des résistances pulmonaires si la pression artérielle pulmonaire est à 110, 38, moyenne 70? On pourrait dire qu'on s'en fiche un petit peu de ce chiffre-là. Ce qui compte surtout, c'est que comme il y a un shunt droite-gauche, le RP sur RS est supérieur à 1. Il n'y a pas d'autre réponse possible que ça, RP sur RS supérieur à 1, puisqu'il y a un shunt droite-gauche. Et c'est ce qu'on peut confirmer en faisant le calcul à partir des chiffres que je vous ai donnés. Je ne reviens pas dans le détail, de toute façon, vous avez accès à ces cours en enregistrement.
Donc, voilà pour la physiologie des shunts. Et je voudrais terminer dans les dernières quelques minutes qui nous restent par la physiologie d'insuffisance cardiaque appliquée aux cardiopathies congénitales. Là, c'est pour vous donner une façon de voir les choses un petit peu différente, mais de ce que vous avez pu entendre dans certains cours de faculté, en particulier pour ceux qui ne sont pas cardiologues, et pour vous montrer qu'on va encore une fois utiliser les mêmes courbes pression-volume et la même façon de penser pour rester assez cohérent et assez homogène en termes d'appréhension de la physiologie dans les malformations cardiaques et dans les maladies du cardiaque de l'enfant. Donc, je remets ce schéma où je vous rappelle que les trois goulots d'étranglement, c'était la pression aortique, donc l'hypertension artérielle, une maladie très prévalente dans le monde et en particulier dans les pays développés, l'hypertension pulmonaire, en particulier l'hypertension pulmonaire post-embolique, avec l'élévation des résistances pulmonaires et des résistances vasculaires pulmonaires totales, et l'élévation de la pression dans l'oreillette gauche dans l'HPF, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. Et ça va exister dans les malformations cardiaques également. Et donc, quand on regarde ce schéma hémodynamique du cœur en série, en fait, il faut le faire fonctionner à l'envers pour savoir quelles vont être les conséquences de, par exemple, une augmentation de la pression artérielle. Donc, il faut descendre de l'aorte au ventricule pour revenir jusqu'au veine cave. Et c'est comme ça qu'on va raisonner dans l'insuffisance cardiaque. Et même si ça vous paraît un petit peu différent comme approche, vous allez comprendre très vite que c'est exactement la même chose que ce qu'on vous a déjà dit dans des cours de cardiologie. Si on descend de l'aorte au veine cave en passant par le cœur gauche, les résistances vasculaires pulmonaires et le cœur droit, on va dire que le ventricule gauche transforme la pression aortique en pression capillaire pulmonaire. Et donc, les propriétés intrinsèques du ventricule, on l'a vu dans les CIV, eh bien, en particulier la compliance, va déterminer la POG et la pression capillaire pulmonaire. Si vous devez faire plus de pression artérielle, vous allez bien sûr augmenter votre POG si votre compliance ventriculaire gauche n'est pas modifiée. La traversée du poumon transforme la pression capillaire en pression artérielle pulmonaire, et ça on l'a vu dans la forme purement passive de l'hypertension post-capillaire. Si ma pression capillaire augmente par voie de conséquence immédiate, ma pression artérielle pulmonaire moyenne augmente, et le ventricule droit transforme la pression artérielle pulmonaire en pression cave. Et donc, si on fait tout le tour, on peut imaginer que dans des situations de défaillance cardiaque globale, eh bien, une pression aortique élevée, par exemple, aboutisse à une pression capillaire pulmonaire élevée, à une hypertension pulmonaire post-capillaire telle que le ventricule droit défaille et que ça augmente la POD. C'est quand l'insuffisance cardiaque a fait le tour, ce que vous connaissez dans un grand nombre de cardiopathies acquises de l'adulte. À partir du ventricule gauche, c'est le débit qui est imposé. Donc, le ventricule gauche va devoir faire le débit cardiaque. Et donc, s'il est capable de faire le débit cardiaque, à ce moment-là, on aura une régulation normale de la fréquence. Et s'il n'est pas capable, eh bien, le système sympathique va se mettre en marche pour accélérer la fréquence cardiaque et maintenir le débit cardiaque. Donc, on revient à ce qu'on s'était dit exactement pendant la vie fœtale, c'est que les pressions d'amont, c'est-à-dire les pressions de remplissage, varient en fonction des propriétés intrinsèques du cœur et bien sûr des résistances vasculaires pulmonaires et de la pression qui est demandée dans le système. Quand on mesure in vivo la contractilité, en fait, on va mesurer l'élastance télésystolique ou bien la valeur qui correspond à cette élastance télésystolique, c'est-à-dire la pression télésystolique divisée par le volume télésystolique. Ça, c'est le gold standard de la performance contractile du ventricule. Donc, on peut l'estimer
par la valeur de pression aortique systolique divisée par le volume d'éjection systolique du ventricule gauche. Et donc, ceci va permettre de mesurer, par exemple, l'élastance artérielle en faisant les rapports que vous voyez, c'est-à-dire élastance artérielle égale pression aortique systolique divisée par le volume d'éjection systolique. Et donc, tout ça, ce sont des valeurs qu'on peut utiliser également en clinique à partir de mesures échographiques et de mesures cliniques, donc pour apprécier la contractilité. Une fois qu'on a dit cela, et je vous demanderai pour cette partie peut-être de ne pas retenir des choses compliquées, mais simplement de retenir les notions générales. Dans les mécanismes de l'insuffisance cardiaque, le premier et le plus évident, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est l'altération de la contractilité. Et à nouveau, si on prend les courbes pression-volume, l'altération de la contractilité, ça veut dire la baisse de la pente de la courbe d'élastance télésystolique. Et donc, quand on va avoir cette baisse de la contractilité, on va passer du rouge au violet. Et vous voyez tout de suite que cette baisse de la contractilité, si je ne change pas la largeur du carré, c'est-à-dire si je maintiens mon débit cardiaque, donc mon volume d'éjection systolique, je vais le payer par une augmentation de la pression de remplissage du ventricule gauche, donc de la pression télédiastolique, et un aspect dilaté du ventricule gauche. Donc, si mon ventricule se contracte moins bien, il va être plus gros en diastole, plus gros en systole, donc les volumes ventriculaires vont être augmentés, à débit cardiaque conservé, et je vais le payer en pression capillaire. C'est ce que je vous ai dit sur le schéma du cœur en série. Donc ça, c'est ce qu'on va observer, par exemple, dans une cardiomyopathie dilatée. Dans une cardiomyopathie dilatée, on va avoir une dilatation du ventricule gauche, à la fois en systole et en diastole, et une augmentation de la POG, donc une oreillette gauche qui est dilatée, une augmentation de la pression capillaire et éventuellement une augmentation de la pression artérielle pulmonaire quand ça a fait le tour, comme je viens de le raconter. Donc ça, c'est le mécanisme le plus banal. Maintenant, on peut avoir de l'insuffisance cardiaque par augmentation de la post-charge, sans altération de la performance contractile. Si j'ai une demande en pression beaucoup plus importante qu'une valeur physiologique, à ce moment-là, si je veux maintenir mon débit cardiaque et éjecter à cette pression-là, eh bien, vous voyez que, encore une fois, la largeur du carré est la même, mais je vais avoir une pression télédiastolique qui va être augmentée et un volume télédiastolique qui va être augmenté, donc un cœur qui va être un peu dilaté, et éventuellement, je vais le payer en termes de pression de remplissage et de symptômes d'essoufflement, par exemple. Et donc là, je vous montre un enfant qui a une sténose et une petite fuite aortique. Et donc, on voit que dans cette augmentation de la contrainte, eh bien, le ventricule va être un peu plus gros et la pression d'emplissage va être un peu plus élevée. Maintenant, si j'augmente ma précharge, par exemple par une communication interventriculaire, on l'a déjà vu, ou par une insuffisance mitrale, eh bien, je vais avoir un volume télédiastolique qui va être augmenté. Si je dis que mon volume télésystolique reste le même, je le paye en pression télédiastolique, en PTDVG, comme vous le voyez sur le schéma. Et pardon. Voilà un exemple, par exemple, d'un patient qui a une communication interventriculaire et une fuite de lavage mitral qui va se comporter exactement comme ça. Et on va avoir donc des symptômes qui sont liés à l'augmentation de la pression d'emplissage. Si les propriétés intrinsèques de mon ventricule ne sont pas changées, on a exactement ce qui est représenté sur le schéma. Et donc, augmentation de post-charge, augmentation de précharge sans changement des propriétés intrinsèques auront les conséquences que je viens de vous décrire. Maintenant, si je diminue ma compliance ventriculaire, c'est une situation qu'on peut observer, par exemple, dans l'hypertension artérielle chronique, mais on peut observer ça aussi dans les obstacles gauches, dans les cardiopathies de l'enfant ou de l'adulte, cardiopathie congénitale de l'adulte. Et donc, cette altération de la compliance ventriculaire va se traduire par un décalage vers la gauche de la courbe de compliance. Et dans ce cas-là, si je veux maintenir mon débit cardiaque, eh bien, la largeur du carré violet étant la même que celle du carré rouge, vous voyez que je le paye encore une fois par une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule.
Et donc, c'est ce qu'on va voir, par exemple, dans une cardiomyopathie restrictive. La contraction ventriculaire est normale, mais le ventricule ne se laisse pas remplir. Et donc, ça aboutit à une augmentation de la pression d'amont, donc dans l'oreillette et les capillaires, la pression télédiastolique, et ça se traduit sur cette échographie par une dilatation considérable de l'oreillette gauche, comme vous pouvez l'observer, avec un ralentissement circulatoire, puisqu'on voit ici du contraste spontané. Regardons maintenant comment les choses peuvent interagir entre elles. Et je vous ai mis à nouveau les courbes de ventricule gauche et de ventricule droit. Et donc, si j'augmente la post-charge de mon ventricule gauche, quand il y a une communication interauriculaire, qu'est-ce qui va se passer? Voici le shunt dans un cœur sans altération de la post-charge du ventricule gauche. Mais si j'augmente la post-charge du VG, mon carré rouge, à débit systémique conservé, va faire que la pression télédiastolique du ventricule gauche, dont les propriétés intrinsèques en diastole n'ont pas changé, va se situer ici. Et à ce moment-là, s'il y a toujours une CIA, eh bien, mon shunt interauriculaire, lui, va avoir une surface qui va avoir augmenté par rapport à la surface initiale. Donc, le fait d'avoir de l'hypertension artérielle, par exemple, ou une coarctation avec une communication interauriculaire, va aboutir à une majoration du shunt gauche-droite par la communication interauriculaire du fait de l'écartement progressif des deux courbes de compliance au fur et à mesure qu'on se promène sur la partie droite de la courbe de compliance du ventricule gauche. Et donc ça, c'est des choses qu'on va rencontrer en pratique de façon assez fréquente. Si j'altère encore ma courbe de compliance du ventricule gauche, eh bien, je vais avoir un shunt majoré, d'autant plus. D'accord? Donc ça, ce sont des situations très fréquentes en cardiologie congénitale, en particulier néonatale. Maintenant, prenons l'exemple d'une diminution de la compliance du ventricule droit avec une communication interauriculaire. Le ventricule droit est ici. Si je diminue sa compliance, ça veut dire que je vais redresser sa courbe. Je vais la mettre plus à gauche. Et donc, si je la mets, si j'ai un ventricule droit normal avec une CIA, voilà le shunt interauriculaire qui est gauche-droite. Et si la compliance est très altérée et qu'elle est moins bonne que celle du ventricule gauche, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir une inversion du shunt qui va devenir un shunt droite-gauche, puisque le ventricule droit est moins compliant que le ventricule gauche. Et donc, c'est ce qu'on peut observer, par exemple, dans certaines cardiopathies obstructives du cœur droit avec des foramen ovales, comme la malformation d'Epstein, l'atrésie pulmonaire à septum intact. Une autre façon graphique de voir cela, c'est ce schéma des petits bonhommes, avec ici des valeurs normales. Donc, vous voyez la pression aortique, le ventricule gauche, la POG, la pression artérielle pulmonaire moyenne, le ventricule droit, la PVD et la POD. Et donc, si je prends ici le ventricule gauche qui est insuffisant, avec une pression télédiastolique qui est augmentée, par exemple ici, PTD-VG à 30, au lieu d'avoir une PTD-VG qui était à 12, je vais avoir une POG à 20, ce qui va augmenter de façon proportionnée ou disproportionnée, peu importe la pression artérielle pulmonaire, augmenter la pression ventriculaire droite et augmenter la POD. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on va voir au quotidien chez les enfants. Donc, l'insuffisance ventriculaire gauche augmente la post-charge du ventricule droit dans un cœur sans anomalie morphologique. Augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche, par exemple, dans une coarctation, va aboutir à une augmentation de la post-charge du ventricule droit par augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Maintenant, si j'ai une hypertension artérielle pulmonaire, ici, vous voyez une pression artérielle pulmonaire très, très élevée dans cet exemple, eh bien, on va avoir bien sûr un retentissement sur la pression télédiastolique du ventricule droit, c'est ce qui est représenté sur la courbe ici, une POD très élevée, c'est ce qui est représenté ici, mais surtout une diminution de la précharge du ventricule gauche avec une pression dans l'OG qui va être basse et des pressions télédiastoliques du ventricule gauche qui vont être basses. C'est ce qu'on observe
dans l'hypertension artérielle pulmonaire avec un défaut de précharge du ventricule gauche lié à la fois à ce que je viens de vous montrer ici, et donc cette relation entre la post-charge du ventricule droit et la précharge du ventricule gauche, mais aussi aux interactions ventriculaires et aux interactions géométriques dans ce type de pression pulmonaire suprasystémique. Et donc ça, on va zapper parce qu'on l'a déjà vu. Dernière notion que je voulais vous donner ici dans l'insuffisance cardiaque, c'est la notion de compliance artérielle pulmonaire et de résistance vasculaire pulmonaire. En effet, ce sont des notions qui ne sont pas tout à fait simples à manipuler, puisque la compliance artérielle pulmonaire, c'est égal au débit divisé par la pression pulsée, c'est-à-dire la différence entre systole et diastole dans l'artère pulmonaire, alors que les résistances pulmonaires, c'est égal à la pression moyenne dans l'artère pulmonaire moins la pression capillaire divisée par le QP. Donc la compliance, c'est la composante pulsatile de la post-charge ventriculaire droite, alors que les résistances sont la composante résistive de la post-charge ventriculaire droite. Autrement dit, on peut avoir une hypertension ventriculaire droite, et ça, on va le voir dans un grand nombre de cardiopathies congénitales, parce que la compliance artérielle pulmonaire est mauvaise. Par exemple, il va falloir ouvrir l'artère pulmonaire. Donc, il va falloir faire beaucoup de pression pour ouvrir l'artère pulmonaire et avoir un débit pulmonaire normal, par exemple dans certaines prothèses, dans certaines sténoses des branches pulmonaires. Et les résistances pulmonaires, c'est un phénomène différent qui est celui qu'on va observer, par exemple, dans les HTAP ou qu'on vient de discuter dans le syndrome d'Eisenmenger. Et donc, dans les artères élastiques, le cœur va pousser dans ces artères qui vont restituer le débit en périphérie après avoir accumulé l'éjection ventriculaire. Et donc, cette éjection ventriculaire dans les artères pulmonaires, elle va être accumulée sur l'ensemble de l'arbre artériel pulmonaire, sur l'ensemble des branches, alors que dans l'aorte, elle va être accumulée uniquement dans l'aorte, qui va utiliser dans ce cas-là ce qu'on appelle le phénomène de Wien-Kessel ou de caisson à vent. Et c'est pourquoi la physiologie artérielle systémique et la physiologie artérielle pulmonaire sont différentes, puisqu'il y a beaucoup plus de vaisseaux emmagasinant le débit du côté pulmonaire que du côté systémique. Et donc, on va avoir des courbes de pression qui vont être différentes. PAP healthy, c'est-à-dire la pression pulmonaire chez un sujet en bonne santé, vous voyez que la pression est basse, et qu'il va y avoir dans l'hypertension pulmonaire une proportionnalité entre les pressions systoliques, diastoliques et la pression pulsée avec la pression moyenne. Alors que du côté systémique, eh bien, on n'aura pas de proportionnalité entre la pression pulsée et la pression moyenne. En effet, pour ceux qui sont cardiologues, vous savez que la pression diastolique dans l'hypertension systémique peut être un peu élevée, mais pas toujours, et qu'elle peut même parfois être basse, et que le principal déterminant de risque, c'est la pression pulsée. Et donc, on n'a pas cette proportionnalité qu'il y a du côté artériel pulmonaire. Ce qui est aussi important, c'est que dans la circulation pulmonaire, la relation entre la résistance et la compliance, le RC time, en fait, est une constante. En effet, elle se promène sur cette courbe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on a une maladie artérielle pulmonaire peu sévère, quand on va faire baisser un peu les résistances artériolaires pulmonaires, le PVR, Pulmonary Vascular Resistance, ceci va avoir des conséquences très importantes sur la compliance artérielle pulmonaire. À l'inverse, si un patient a des résistances vasculaires pulmonaires très élevées, quand on va faire baisser un petit peu ces résistances vasculaires pulmonaires, eh bien, ça n'aura quasiment pas d'effet sur la compliance. Et donc ça va être quelque chose qu'on va utiliser de façon très fréquente dans le domaine des malformations cardiaques, en particulier quand il y a une association entre des anomalies
des branches pulmonaires et des anomalies des petits vaisseaux, c'est-à-dire des artérioles, des hypertensions artérielles pulmonaires associées. Donc, je vais passer ça. Et je vais terminer en quelques minutes par l'adaptation du myocarde à la contrainte en volume et en pression. Et vous allez voir qu'il n'y a que 2 diapositives. Et donc, c'est juste pour vous parler de la loi de Laplace. Donc, dans la loi de Laplace, qui s'applique aux cavités, mais aussi aux tuyaux, et vous la connaissez certainement, la tension pariétale, wall tension, est égale à la pression transmurale que multiplie le rayon divisé par 2 fois l'épaisseur. Et donc, qu'est-ce que ça a comme importance? Ça veut dire que quand j'augmente la pression dans un tuyau ou dans une cavité, eh bien, pour normaliser la tension pariétale, il faut que j'augmente mon épaisseur, donc que je m'hypertrophie. Et donc, c'est ce qu'on va observer physiologiquement. C'est dans tout ce qu'on a raconté tout à l'heure où le diamètre ou la pression augmentait, donc si la pression transmurale augmente ou le diamètre du vaisseau ou de la cavité augmente, eh bien, pour normaliser la tension, il faudra que ce vaisseau ou cette cavité s'épaississe. Et c'est ce qu'on va observer physiologiquement. En effet, dans le cœur ou dans un vaisseau, comme sur ce schéma, si j'augmente la pression, par exemple dans le ventricule gauche, si j'ai un rétrécissement de la valve aortique ou une coarctation et que la pression ventriculaire gauche ou la pression aortique et ventriculaire gauche augmente, eh bien, mon ventricule gauche va devenir hypertrophié. Et c'est l'adaptation normale pour normaliser la tension pariétale ou la contrainte pariétale. Et c'est comme ça qu'on va avoir des hypertrophies physiologiques qui vont pouvoir être mesurées dans certains obstacles. Et vous savez que cette hypertrophie physiologique, elle va être réversible, par exemple, quand vous allez lever l'obstacle, ce qui ne sera pas le cas des hypertrophies pathologiques, par exemple, dans les cardiomyopathies hypertrophiques. Et vous savez aussi que cette hypertrophie physiologique est une adaptation du myocarde qui a ses limites, puisque si on maintient la contrainte de façon très prolongée, l'adaptation du myocarde à cette contrainte en précharge ou en post-charge peut être dépassée et aboutir à de la défaillance cardiaque. Et c'est ce qu'on va voir dans l'évolution ultime, par exemple, des obstacles gauches défaillants. Voilà, ça c'est la même chose. Je vais m'arrêter là, puisque les cas cliniques d'illustration en physiologie des cardiopathies congénitales, on les verra dans les séances de révision.